Alors, on va commencer la dernière table ronde de la première édition du Festival Échelle 1. Je vous remercie énormément de non seulement votre intérêt, mais aussi de votre participation. C'était assez sportif, je crois, par moment. Peut-être durant les speed dating, vous avez senti un peu genre, oh là là, qu'est-ce que c'est, comment on va faire? Bah, nous aussi, on savait pas. Donc, on apprend en faisant. Et je tiens à remercier une dernière fois nos mécènes et partenaires qui ont vraiment permis la réalisation de cette première édition du festival. On a avec nous le ministère de la Culture, Grand Paris Aménagement, Push pour ce lieu magnifique et Furniture for Good. Donc merci beaucoup de votre soutien. Petit rappel que toutes les tables rondes seront rediffusées parce qu'on a fait des enregistrements et on va diffuser ça dans les jours et dans les semaines peut-être même à venir. Ça va être aussi accompagné d'un petit livret qui résume les idées, les propositions des agences incubées de l'incubateur. Et quand je dis résumer, ça va résumer les thématiques qui ont été dressées et abordées lors des tables rondes. C'est un livret qui sera ensuite diffusé au ministère de la Culture parce que le ministère est en train de réfléchir à comment faire évoluer sa stratégie nationale pour l'architecture. Donc on essaie d'être utile quand même. Hier soir, on a parlé un peu à la toute fin, et c'est largement grâce à Ray Rum. On a commencé à parler de la solidarité, qu'il faut peut-être créer une ambiance où les architectes s'ouvrent à non seulement travailler ensemble et avoir envie de découvrir les pratiques des agences petites, grandes, bien installées, vieilles peut-être, même les agences qui changent d'associés, etc. Mais surtout, travailler ensemble, apprendre à se connaître pour faire face à des conditions assez compliquées, en tout cas aujourd'hui. Et ça, je pense pas que ça change du jour au lendemain. Donc cette dernière table ronde, c'est surtout une thématique vis-à-vis de la solidarité qu'on va aborder. Et c'est aussi grâce aux intervenants qui ont réfléchi, qui ont participé durant des mois à ce que ce soit une thématique assez enrichissante. Je vais lire un synopsis rapide de cette thématique pour qu'on ait déjà une idée de quoi on va parler. Et ensuite, j'enchaîne avec une intro rapide de nos intervenants. Alors, solidarité entre jeunes architectes vers un mouvement fédérateur. Malgré la concurrence au cœur de notre recherche de commandes, de plus en plus d'architectes se réunissent pour aller vers des projets et façons de pratiquer plus engagés et solidaires. Cette table ronde explore le principe de la solidarité entre architectes. Elle discute aussi de comment la formation initiale joue un rôle dans la construction d'un esprit solidaire. Elle met en avant les évolutions que connaît le métier concernant la pensée collective. On va aborder 3 thèmes, ou peut-être même juste 2 thèmes, parce que le deuxième thème, c'est 2 en 1. Alors d'abord, entre concurrence et solidarité, comment construire une pensée collective et comment nourrir un esprit solidaire. Ensuite, on parlera de la formation initiale et contenu. Donc l'école, et puis après l'école, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut même proposer. Et à la fin, on ouvre la salle pour des questions-réponses. On va essayer d'être un peu efficace parce que voilà, il est un peu tard et je pense qu'on a envie aussi de profiter de la soirée. Un petit mot sur Sierra. Carrie Wilbert et Eleanor Levieux, vous êtes architecte urbaniste, associée, cofondatrice de Sierra. C'est une agence franco-américaine fondée en 2022. Vous pratiquez une architecture engagée, surtout un urbanisme résilient, et vous tenez beaucoup à ce qu'il y ait une approche microclimatique dans vos travaux. Vous réalisez aussi un podcast qui s'appelle Making Good Architecture,
que je vous invite à découvrir sur toutes les plateformes. Il est assez génial. Et vous faites aussi partie de la promotion Échelle 1 2022-2023. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? C'est OK. Ensuite, Nikhil Kalas, associé de FAIR et également vice-président du syndicat de l'architecture. Nikhil, c'est architecte menuisier, associé de FAIR avec Federico Diodato. FAIR, c'est une agence qui pratique la construction, la recherche et également l'enseignement pour créer ensuite un engagement politique assez poussé. Aujourd'hui, tu enseignes à l'école de l'EPFL à Lausanne, c'est ça? FAIR a fait partie de la promotion Échelle 1 2017-2018. C'est ça. Ça remonte un peu, mais voilà, on s'y retrouve. Isabelle Moulin de Europan France, tu es architecte urbaniste, diplômée de l'ENSA de Versailles, si je ne me trompe. De la Villette, excuse-moi. De la Villette. Tu as rejoint Europan France il y a 12 ans pour travailler notamment auprès des collectivités territoriales pour valoriser les équipes d'architectes, notamment des jeunes architectes, pour les aider à accéder à la commande à travers le concours Europan. Un travail colossal tous les ans. Voilà. Ensuite, on a Manuel Savoie, architecte et conseiller ordinal de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, conseiller ordinal depuis 2021. C'est ça. OK. Tu es membre de plusieurs délégations métiers et tu joues un rôle dans la commission commande publique. Voilà. Très bien. Bienvenue. Je vais poser une première question à vous, Ciara. Pourquoi ouais, c'est bien. Pourquoi l'esprit solidaire? Pourquoi il faut amener le débat de la solidarité vers le public? Hello tout le monde, d'abord. Pour nous, la solidarité, c'est important et c'est plus que la solidarité entre les architectes. On parle souvent aussi de la solidarité dans tout le secteur de l'immobilier et de la construction. On pense qu'on doit tous travailler et réagir ensemble et on trouve la solidarité importante face aux enjeux qu'on a aujourd'hui, climatiques et sociaux, qu'on peut pas attaquer tout seul en fait. Et on va tous travailler ensemble. Et un peu comme tu as expliqué dans notre introduction, je pense qu'on est là pour mener ce débat aujourd'hui parce que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on essaie de faire emmène une attitude bienveillante et chaleureuse. On a créé le podcast Making Good Architecture justement pour parler avec les autres agences qui créaient leurs agences, les autres jeunes et moins jeunes. Et tout ça dans la transparence et pour comprendre comment les gens ils travaillent, dévoiler la face cachée de tout ce qui se passe. Donc tout ça avec optimisme. Et voilà. Bienveillance. Et pour vous, ou peut-être Nikhil, tu peux aussi rejoindre parce que toi tu es aussi associé de FAIR, une agence incubée d'Échelle 1. C'est quoi l'esprit solidaire pour toi? En tout cas, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a déjà beaucoup manqué à l'école. Et je pense que c'est ce que, quand j'ai rejoint Échelle 1, donc il y a 6 ans maintenant, peu après le diplôme, en tout cas, j'ai ressenti cette solidarité où pour la première fois, on arrivait à discuter des sujets sensibles, des sujets d'argent, des difficultés qu'on avait avec les maîtrises d'ouvrage, des difficultés qu'on avait à s'insérer dans ce monde-là. Et pour moi, ça a vraiment aidé la construction, parce que c'est toujours en construction, de ce que pour moi est être architecte. Et je pense qu'on est une profession qui participe à l'intérêt général, à l'intérêt public. On a vraiment une responsabilité vis-à-vis de ça. Et je trouve que ce que disait Carrie, c'était super important, c'est que la solidarité entre architectes, je trouve que déjà c'est évidemment une chose essentielle, mais on est architecte et puis on est aussi des citoyens, des citoyennes. Et sur ça, je pense que, en tout cas, dans la culture que j'ai eue, moi, à Paris-Belleville, on était très peu en lien avec les autres, déjà, et puis de manière plus large avec la société. Et je pense que si les architectes
ne sont plus présents dans la société, que ce soit dans les associations, dans les syndicats, dans la politique, et les architectes sont quand même assez absents de ces endroits-là. Je pense que c'est un vrai problème sociétal, et je pense que c'est pour ça qu'on se disait que c'était un sujet important à aborder aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de façons de s'engager, il y a plein de façons d'être solidaire, et je pense que c'était une idée de partager un peu ces différentes expériences qui nous a semblé important ce soir. Ouais, puis si je peux ajouter quelque chose, en fait, aujourd'hui, il y a 30% des architectes. En fait, le corps architectural, c'est pas seulement les architectes, parce que être architecte, ça veut dire être inscrit à l'ordre et pouvoir avoir son habilitation à la maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, il y a 70%. Enfin, vous allez confirmer les stats, mais qui finalement ne s'appellent pas architectes. Et il y a une diversification des métiers du corps architectural qui est hyper intéressante et importante. Et je trouve que la solidarité dans le corps architectural, elle passe aussi par là, par une meilleure considération finalement des architectes et des gens diplômés en architecture qui font plein d'autres métiers complètement connexes et complémentaires. Et je rebondis surtout sur ce que dit Nikhil sur ok, il manquait ça dans la formation, et tout de suite on saute dans le grand bain et on est en train de nager. Comment on va faire éventuellement pour démarrer une activité qui va émerger? Et c'est peut-être en s'ouvrant et en s'adressant les uns envers les autres pour dire peut-être on a les mêmes problématiques, peut-être qu'on peut réfléchir collectivement. Une de ces problématiques, c'est peut-être comment accéder à des marchés, comment se faire identifier. Pour le faire, si c'est toi, ton agence, qui remporte un marché, ça veut dire que forcément il y en a d'autres qui perdent le marché ou qui n'ont pas justement décroché cette commande. Tout simplement, peut-être ça se résume à une certaine concurrence entre agences. C'est pas que ça, bien entendu. Il y a la nature de la commande, il y a des choses qu'on a adressées dans d'autres thématiques de ce festival, mais pour revenir à ce sujet de concurrence qui pourrait éventuellement paraître en conflit ou en contradiction avec la solidarité, en fait, la table ronde, peut-être vous dites non, pas forcément, ou non, pas du tout. Et ce qui m'intéresse, c'est, dans un premier temps, et je me tourne vers Isabelle et Europan, toi qui as vu, je sais pas combien d'agences, t'as consulté, avec lesquelles vous avez travaillé au sein d'Europan. Comment toi, tu as observé ces agences aborder le sujet de la concurrence entre elles, mais en général? Alors on a vu beaucoup de cas en fait. On a une situation un peu particulière à Europan. Je pense que tout le monde peut-être connaît ce dispositif qui est un concours d'idées qui est lancé avec des collectivités qui vont proposer des sites. C'est un concours européen, ça c'est très important parce que déjà il y a des candidats qui viennent de plusieurs pays européens qui participent au concours et donc le concours est anonyme et ça c'est très important parce que et je peux vous assurer que l'anonymat est tout à fait respecté pendant les jurys, etc. Et c'est une fois que les projets ont été choisis qu'on va découvrir l'identité des équipes qui ont participé. Ce qui est important aussi, j'explique un peu parce que voilà, je sais pas combien je peux prendre de temps. Les équipes ne sont pas en groupement. Ceux qui connaissent la commande publique savent ce que c'est qu'un groupement. Un groupement, eh bien, ça entérine des gens qui sont associés et qui sont donc avec un mandataire, etc. Le concours, c'est pas ça. Ce sont des personnes qui vont se mettre ensemble et ensuite il y aura éventuellement des groupements après pour travailler. Et ça, il y a aussi une autre chose, c'est que l'histoire d'Europan est faite de plein de rebondissements. Par rapport à la commande publique, Europan est inscrit dans un décret qui permet l'expérimentation. Et donc, grâce à ça, en fait, une collectivité, par exemple, qui participe à Europan, peut ensuite reconsulter ou faire travailler directement, selon les seuils de montant de la commande publique, peut travailler directement avec les équipes qui ont été sélectionnées. Sans redemander ni de référence, ni de montant financier, ni de moyens, etc. Donc on a passé la première étape. C'est pour ça qu'Europan, depuis le début, c'est bien pour faire débat, c'est bien pour faire avancer les idées, c'est bien pour se rencontrer, etc. C'est bien fait pour ça. Enfin, je pense que ça joue toujours son rôle. Et puis ça permet quand même l'accès à la commande de personnes qui n'ont pas forcément de référence. Car eh bien, c'est peut-être ceux qui n'ont
encore jamais réalisé de projets, qui font peut-être pour la première fois les meilleurs projets. Voilà, donc c'est très important. Et en France, depuis Europan 10, on retient au moins 3 projets par site. Et ensuite, on se retrouve donc avec 3 équipes. Alors parfois, ils sont très nombreux, parfois ils sont pas nombreux, et des gens tout seuls qui gagnent Europan aussi. Et donc, ils vont travailler ensemble ou pas. Ça dépend un peu de ce qu'attend aussi la collectivité. Et Europan va continuer à accompagner la collectivité, parce que là, on parle des architectes, etc. Vous êtes encore évidemment très prolixe, très inventive. C'est le sujet du concours, très prospectif, etc. Par contre, en face, parfois, la maîtrise d'ouvrage souffre un peu de représentants en capacité de savoir comment mener des études et des projets à partir des idées retenues par Europan. Donc, à Europan, on va continuer d'accompagner les collectivités et aussi les équipes pour essayer de trouver la juste façon déjà de commencer à travailler, puisque c'est un long processus. On arrive à des réalisations, mais parfois il y a 2 études avant, etc. Ça met parfois 10 ans pour qu'un projet se réalise. Et Isabelle, tu as aussi dit plusieurs fois le mot, le terme commande publique, Europan en étant un levier pour promouvoir la jeune création, les architectes qui émergent, les agences, les groupements d'architectes qui vont justement répondre à une thématique qui les intéresse dans le cadre de concours européens dans différentes villes, dans toute la France et ailleurs, en Europe, bien entendu. Et Manuel, toi qui es dans une commission qui s'appelle Commande publique pour l'ordre, quels sont les autres leviers qui sont peut-être réfléchis, travaillés, expérimentés en France, en Ile-de-France, peut-être surtout pour toi, qui vont dans ce sens de fédérer, de tisser des liens entre jeunes agences d'architectes? Alors, effectivement, c'est quand même un des paradoxes de notre profession, cette question de travailler pour les autres, anticiper des usages, l'intérêt collectif, etc., dans un milieu finalement complètement concurrentiel. Et les marchés publics ne dérogent pas à la règle là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux pour travailler cette question de la solidarité. La première, évidemment, c'est la question de l'intérêt commun. Donc en fait, ce qui nous réunit tous. Voilà. Et ça, c'est les choses qu'on essaye de porter dans le débat public. Donc on l'a un peu vu hier. Il y a ces questions, donc notamment la question de l'accès avec les références, etc., qui toujours dans cette idée que il y a un écosystème global. L'ordre le voit comme un écosystème global, donc c'est l'architecture dans son ensemble. Donc évidemment, l'architecture sans architecte, ça n'existe pas. On le sait bien, donc ça va aussi avec ça. Mais la question, donc, c'est vraiment de pouvoir faire avancer les choses à ce niveau-là, donc dans une idée de point commun que tout le monde a à défendre. Voilà. Donc ça, c'est un premier levier. Ensuite, donc ça passe par des actions auprès, évidemment, des ministères, parce que il n'y a pas que le ministère de la Culture. Le grand sujet aujourd'hui, ça reste quand même le ministère de l'économie. Faut être très clair là-dessus. On l'a vu hier, la question des services marchés, etc. Et qui est le gros blocage aujourd'hui au niveau de la commande. Voilà. Et ça, c'est un premier point. Et on travaille aussi avec l'Europe, puisque évidemment, on a des échanges non seulement avec évidemment donc les autres ordres d'architecture ou similaires en Europe. On avait rencontré les gens de Berlin. On va rencontrer prochainement donc nos amis espagnols, nos amis belges, etc. C'est toujours dans cette idée que il y a une réflexion à avoir qui passe d'une part par la question de l'Europe, puisque on est régi quand même par le droit européen, mais aussi pour avoir cet échange, cette vision un peu différente qui nous sortent, puisqu'on voit aussi d'autres projets, d'autres choses, et qui marchent. Donc voilà, c'est aussi essayer de promouvoir ces exemples. Et ensuite, il y a la question, on va dire presque plus au niveau de chaque comment les agences en fait entre elles peuvent discuter. Donc évidemment, l'ordre ne peut pas faciliter l'entente entre agences, mais il y a toute la question des outils qu'on offre aussi aux agences, et donc il y a cette question on évoque la question de quand on devient architecte, qu'on monte son agence. Donc tout ce qui est de découvrir ce milieu où il faut trouver un expert comptable, etc., etc. Donc ça, c'est l'ordre produit à peu près, on va dire, une matinée d'information
chaque semaine ouvrable, on va dire, dans l'année. Donc il doit y avoir 40, 45 à peu près. D'ailleurs, la prochaine, c'est le 6 juin, et c'est sur la formation des agences, c'est-à-dire comment monter son agence, le montage financier, etc., quel choix. Et ça aussi, c'est un moyen, beaucoup pour les agences qui commencent, mais pour tout le monde en fait, d'échanger et de comprendre qu'effectivement, on se rend compte que les agences ont tous souvent les mêmes problématiques. Voilà, donc c'est cette question-là, c'est comment se parler. Donc il y a ces moyens d'échange-là, donc avec les matières d'information. Je pense qu'il y a aussi, et ça on sort complètement du cadre de l'ordre, mais ça c'est plus à titre personnel, parce qu'on l'a évoqué un peu hier avec certaines des agences incubées. Il y a cette question aussi de se dire qu'il faut échanger, indépendamment des questions de concurrence, etc., avec d'autres, se faire des réunions tous les 2 mois, etc., sur les projets, parler, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques qui reviennent d'un sujet à l'autre, etc. C'est vraiment cette idée de pas juste d'association ponctuelle par groupement, en marché public, etc., mais qui doit se prolonger à l'extérieur là-dessus, est quelque chose d'assez intéressant, je pense, à développer, parce que finalement on fait beaucoup le même métier avec des approches souvent différentes peut-être, et ça c'est tant mieux, mais les problèmes finalement restent les mêmes. Ouais. Et justement, il y a il y a des problèmes, des problématiques récurrentes qui touchent à plein d'archis à différents niveaux, à différents âges, mais peut-être qui tombent plus lourdement sur les agences qui cherchent à se faire identifier, à créer une place pour ensuite avoir une jolie carrière. S'il y a une espèce de répertoire, ou s'il y a au moins un consensus, oui, je souffre de ça, oui, ça m'est déjà arrivé, ça fait en sorte que peut-être qu'on peut réfléchir, on peut travailler collectivement pour y aller ensemble. Et Nikhil, je me tourne vers toi avec ta casquette de vice-président du syndicat de l'architecture. Est-ce qu'il y a des outils que vous avez mis en place, ou que vous travaillez également avec les jeunes, ou avec peut-être les moins jeunes, qui justement proposent d'aller sur le champ de bataille ensemble, au lieu de faire chacun pour soi, chacun dans son coin? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont portées par le syndicat, avec les agences qui vont dans ce sens? Je pense que premièrement, déjà, c'est vrai qu'on se pose cette question de la solidarité aussi parce que, si on était dans le cadre d'une profession qui va très bien, dans lequel le droit du travail pour les salariés est respecté, dans lequel on arrive à bien gagner notre vie, à bien organiser notre temps, on pourrait se dire, la solidarité, on n'en a pas besoin. Mais je pense que la profession d'architecte, en tout cas aujourd'hui en France, elle pose problème pour plein de questions. On voit qu'on a du mal à défendre l'architecture, du mal à défendre nos agences. Les salariés ont du mal à faire respecter le droit du travail. On sait qu'on est dans une profession qui va pas très bien. Et je pense qu'en tout cas, moi, j'avais découvert le syndicat de l'architecture grâce à Échelle 1, parce que Claire Minard, qui s'en occupait, avait invité, il y avait Gabriela Audi et Sophie Sperglas qui nous avaient présenté le syndicat. Et en fait, premièrement, moi, je ne savais pas que ça existait. Donc c'était la première chose, je ne savais pas qu'il y avait des syndicats dans le monde de l'architecture. Et ça, c'était une première grande surprise. Et ça a un peu continué, en tout cas, l'expérience que j'avais eue à Échelle 1 pour la solidarité. Et puis, en fait, quand on découvre le monde syndical, moi, personnellement, je viens pas du tout d'une famille qui faisait partie de syndicats. J'ai découvert un peu 2 leviers principaux. J'ai déjà découvert une communauté où, justement, il n'y avait pas que des jeunes architectes. Je pense que ce que j'avais trouvé à Échelle 1, c'était hyper important pour comprendre comment se passait la solidarité. Néanmoins, on était plutôt des jeunes agences et donc on avait des schémas qui étaient assez similaires. Donc trouver une communauté un peu plus large avec des gens, je pense qu'à l'époque j'étais parmi les plus jeunes, mais au contraire trouver des agences qui avaient 40, 50 salariés, qui avaient 40 ans de bouteille, ça c'était quand même pour nous hyper intéressant, et pour ces personnes-là très intéressant de pouvoir créer des liens avec des jeunes agences, avec des pratiques différentes, avec un lien différent à l'architecture d'aujourd'hui. Et je pense que le syndicat, il s'inscrit comme tout syndicat il y a 2 moyens, 2 leviers vraiment importants. Le premier levier, c'est celui du dialogue social. Le dialogue social, c'est lui qui a permis de rédiger la convention collective qui est applicable à toutes les agences d'architecture, mais aussi d'urbanisme, de paysage, en gros tout ce qui a le code NAF 7111Z, on est réunis par la convention collective.
Donc ça, c'est une convention qui est négociée, qui a été créée par les partenaires sociaux, donc les syndicats qui représentent les salariés, et puis les syndicats qui représentent les employeurs. Et en fait, le dialogue social, c'était une grande mesure socialiste des années 80, où François Mitterrand a décidé de le rendre obligatoire. Et donc, il y a une taxe qui est prélevée sur tous les salaires et qui permet de rendre obligatoire ce dialogue social. C'est-à-dire qu'il y a une discussion qui est obligatoire. Parfois, on n'arrive pas à négocier des accords, et puis parfois, on arrive à négocier des accords. Ça, c'est un enjeu énorme. Je prends un seul exemple, mais qui est assez parlant, c'est que par exemple les formations et les priorités de remboursement des formations pour la formation continue, elles sont décidées dans la branche architecture. C'est-à-dire que c'est dans le dialogue social que sont décidées les orientations pour l'année ou les années à venir pour les formations. C'est-à-dire que si demain on décide que il faut absolument que la ProPaille soit en priorité numéro 1, elle sera beaucoup mieux remboursée, que ce soit le nombre de jours, que ce soit le quota journalier. Et ça veut dire que ça permet d'orienter quelles formations sont proposées par l'OPCO-EP et puis par les opérateurs de formation. Et puis il y a un deuxième volet au-delà du dialogue social qui est un volet un peu plus politique, c'est-à-dire qu'on travaille pour certains sujets avec l'ordre des architectes, avec les ENSA, avec les ministères, notre ministère de tutelle. Et là aussi, c'est à la fois être consulté, parce que les syndicats sont consultés, c'est dans la loi, on doit être consulté pour certaines choses, donc ça veut dire qu'on peut donner un avis, après, il est écouté ou il n'est pas écouté, et ça, on a la puissance qu'on a qui est forcément limitée. On fait partie d'une sous-direction du ministère de la Culture qui est le moins bien doté de tous les ministères. Donc voilà, faut pas espérer des miracles non plus. Mais en tout cas, cet outil politique, il est super important. Et en fait, il y a cette veille aussi. Il y a des lois qui passent, il y a des lois qui ne passent pas. On peut donner notre avis sur différents sujets que le gouvernement propose. Et je pense que ça, c'est les deux moyens. Un moyen plutôt dialogue social et puis un moyen plus politique qui est un peu une force de lobby avec nos différents partenaires. Je ne vais pas compléter, mais peut-être je vais prolonger cette discussion, cette thématique en disant que ce que j'entends dans ta réponse, ce que tu dis, c'est pas mal de sensibilisation, pas mal d'invitation à s'ouvrir à ce qui est non seulement une meilleure connaissance des dispositifs et des leviers qui s'offrent et qui s'ouvrent à nous, mais qui par la suite nous permettent de se mettre en lien avec d'autres personnes qui justement vont pouvoir réfléchir ensemble, qui vont aller travailler avec nous dans ce sens-là. Et peut-être si c'est critique lorsqu'on démarre une activité, c'est aussi parce que on a tendance à faire comme d'habitude. Il y a un statu quo, il y a des choses qui sont là, qu'on a même peut-être appris à l'école. Et si on va contrebalancer tout ça, chercher un équilibre différent avec d'autres acteurs, d'autres agences, peut-être il y a également le moment où on se dit, je savais pas, ça me paraît compliqué, est-ce que ce n'est pas plus facile de juste continuer de faire comme actuellement? Et j'ai une question, la question que j'ai pour Ciara, c'est pourquoi vous ne choisissez pas de voie, entre guillemets, facile. Vous choisissez au contraire de réfléchir autrement, à vous ouvrir vers un pacte, un travail, un dialogue social, solidaire, avec un podcast, mais aussi dans votre pratique architecturale propre à votre agence. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Tout d'abord, je pense qu'on aime bien l'idée de open source. C'est, on va dire, les idées, les bonnes idées, ils sont pour tout le monde, ils sont pas juste pour nous. Et si on va avoir des bonnes idées, il faut travailler avec d'autres, il faut poser des questions, il faut réfléchir ensemble, et c'est comme ça qu'on va faire des meilleurs projets, finalement. C'est marrant que tu poses cette question parce que même quand on a créé le podcast, donc l'idée du podcast, c'est que on a tous des mêmes questions en démarrant une agence, donc pourquoi pas poser des questions et enregistrer les réponses en fait, parce que comme ça peut être utile pour quelqu'un dans l'avenir. C'est très open source. C'est très open source. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. On pose des questions et je pense que beaucoup d'architectes ils ont les mêmes questions, donc pourquoi pas les partager. Et c'est une attitude, c'est notre esprit, c'est une façon d'aborder les choses. Et quand on a démarré le podcast, certaines personnes ont dit pourquoi mettre d'autres agences en valeur et poser des questions à d'autres agences et pas vous-même. Mais en fait, ça nous a jamais mal servi, le fait de mettre d'autres en valeur.
en fait, on pense que tout le monde a des compétences ou des valeurs et on est tous complémentaires. On n'est pas là pour être forcément mieux que les autres. Dans certains cas, on fait chacun ce qu'on fait bien et on essaie d'être complémentaires plutôt que concurrents. Et pour le coup, la concurrence, quand les règles sont claires, quand c'est juste, quand c'est transparent, on pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est le jeu, c'est un jeu qu'on joue et ça peut être marrant des fois. C'est dommage d'être finaliste ou deuxième, mais c'est un jeu. Donc ça, c'est quelque chose c'est qui rigolo. touche à pas mal d'agences quand même. Hein. Ouais. Je sais pas si tu as Ouais, peut-être. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, la mise en concurrence, elle peut être saine, en fait, tant qu'on a un accès à la commande qui est finalement égalitaire. Et c'est là qu'on touche à plusieurs questions, je trouve assez intéressantes, notamment la question des honoraires et de comment fixer les honoraires dans les appels d'offres, etc. Parce qu'on se rend compte que souvent, quand on est une jeune agence, je parle de notre expérience toujours, quand on est une jeune agence, qu'on démarre des appels d'offres, on ne sait pas comment s'y positionner et on se rend compte qu'il y a beaucoup de fois, on est obligé, il y a plein de pratiques de baisse des honoraires, donc ce qu'on appelle le dumping. Et moi, j'ai pas du tout envie qu'on accuse en fait les agences de faire cette démarche-là. J'ai plutôt envie qu'on regarde en amont comment en fait empêcher ça et du coup renforcer la solidarité par ce biais-là. Très bien. Manuel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Isabelle. Je voulais dire quelque chose parce que il y a une chose très intéressante et qu'on a aussi développé, essayé de mettre en place à Europan, c'est-à-dire que en retenant 3 équipes, on va créer une sorte de collectif dont les membres d'ailleurs de la maîtrise d'ouvrage feront partie. Et on va finalement interroger les modes de faire, comment faire, quoi faire et comment le faire. Et on sent que votre génération, elle est très, elle a conscience qu'on fera pas les choses tout seul dans son coin. On a des enjeux incroyables. Et c'est aussi parce qu'Europan, c'est une association avant tout, qui travaille en partenariat avec l'État, mais que c'est possible. C'est-à-dire que quand on arrive pour travailler avec une collectivité, j'allais dire, on peut presque tout se permettre. Bon, évidemment, après, les collectivités sont liées à de la loi, de la commande publique, etc. On trouve le moyen de faire. Et d'ailleurs, on interdit le dumping. D'ailleurs, on annonce toujours le montant, comme ça. C'est pas sur le montant qu'on se prononce. Donc comme ça, c'est assez clair. Et peut-être on pourrait généraliser ça. Ce serait négocier les taux d'honoraires et presque les imposer. Et puis dire voilà. Voilà. Et donc tout d'un coup, la solution de facilité pour une ville, c'est de dire on va faire un copier-coller d'un cahier des charges, puis on va le lancer en appel d'offres. Mais en fait, ils en ont aussi marre de ça parce qu'ils sont très coincés par ça. Voilà, ils sont très coincés. Et tout d'un coup, ça leur offre une façon de travailler ils le disent toujours, c'est assez extraordinaire. En plus, il y a des rencontres européennes, etc. Donc, où on compare aussi les modes de faire. Alors, je vous dis pas que c'est non plus le paradis. C'est difficile, il y a plein de problèmes. Réagir aussi par rapport à ce que tu disais sur le syndicat. C'est évident que les syndicats ont fait avancer la société. C'est même eux, avant les partis politiques, bien sûr. C'est l'action syndicale qui a fait évoluer la société, en tout cas au XXe siècle. Le milieu associatif aussi. Et toutes les initiatives. Donc évidemment, après, on a des subventions par les tutelles et tout, mais ce qui est très important, c'est d'avoir quand même cette espèce de leadership de l'idée, d'essayer de trouver d'autres moyens de faire. Et quand on est des architectes, on doit le faire, parce que sinon, si on attend la commande, je ne sais pas si elle arrive. Voilà. Ou alors, c'est parce qu'on a des appuis particuliers. Oui, ça existe aussi. Ça existe aussi, oui. Oui, non, mais sur cette question justement de honoraires, etc. Il y a une vraie, en fait, il y a la question effectivement qu'on est dans une activité concurrentielle et que là-dessus, malheureusement, les textes sont très clairs. Simplement, il y a une chose aussi qu'il faut faire, et c'est quand on en revient à cette question de solidarité, c'est la question du nombre. C'est-à-dire que oui, on est 10 000 agences en Île-de-France et 30 000 en tout. Mais en fait, on représente 125 milliards en 2021 de travaux. Et ça, c'est le seul chiffre que va entendre Bercy, le seul chiffre qui va les intéresser. Et donc, c'est cette question de faire remonter, en fait, des problématiques. Nous, notre rôle, c'est aussi d'avoir du data. En fait, on peut aller voir les gens uniquement si on a du data à proposer. Donc, il y a Archigraphie là qui ressort, c'est-à-dire ces questionnaires-là.
C'est dans vos spams, hein, bien sûr. Vous savez comme moi aussi, ça m'arrive en spam. C'est particulièrement mal fait, etc. Mais répondez-y parce qu'en fait, nous, ça nous permet d'avoir du data, de analyser et de pouvoir pointer en fait ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on peut aller discuter ensuite avec comme institution, avec les autres institutions, avec les ministères, etc. et pointer les problématiques qui coincent en fait sur ces choses-là. Et aussi, tout simplement, aller voir aussi des maîtrises d'ouvrage en tant qu'institution à nouveau, discuter en disant il y a des choses à améliorer. Il y a aussi des maîtrises d'ouvrage qui viennent nous voir pour nous dire on voit que ça marche pas, comment on fait, et qui sont aussi coincés par la réglementation. Donc il faut qu'on ait ces différents retours, et ça c'est à nouveau quand on parle de solidarité aussi, c'est cette impression de faire nombre. C'est-à-dire qu'il faut se donner. On a toujours tendance à penser qu'on est effectivement une agence toute seule et dépendante de ses maîtres d'ouvrage, évidemment. Donc il y a un moment des questions de relais qui doivent se faire. Qui ne peuvent pas se faire de manière indépendante, et donc on a des institutions, donc l'ordre, il y a les syndicats aussi, il y a un certain nombre de choses comme ça qui permettent cette discussion, et pour ça effectivement il faut qu'il y ait une participation plus large à travers, on a lancé aussi il n'y a pas longtemps un petit sondage sur les délais de paiement, des choses comme ça. C'est des choses qui sont importantes pour nous parce que c'est à travers ça, à travers des données clairement chiffrées, qu'on pourra aller discuter, si vous voulez, avec les autres institutions. Si on y va en disant on n'est pas bien, ça va pas, on va dire oui, comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on ait des choses concrètes sur lesquelles s'appuyer, avoir ces retours d'expérience aussi. Et donc on est très preneur. Et je rappelle également que quand on est élu à l'ordre, on est aussi ouvert à recevoir des coups de fil, pas trop tard s'il vous plaît, des messages. On le fera remonter. On a un service juridique aussi pour ça, qui peut traiter de ces questions-là. Donc, non pas en tant que, on va pas traiter le problème de Sierra en particulier. On va traiter le problème au niveau de la loi, effectivement aussi, vérifier que c'est conforme, etc. Et comme c'est arrivé encore récemment, on envoie un courrier pour dire attention, vous ne respectez pas les dispositions de la commande publique. Ça se fait régulièrement, c'est des choses qui sont faites. Voilà, mais pour vraiment régler ces questions d'accès, de trucs comme ça, il faut qu'on ait évidemment des données. Aujourd'hui, je reprends, il y a un très beau fascicule qui a été fait qui est sorti il y a moins de 2 semaines des ACE, donc c'est l'association des architectes européens, justement pour les élections européennes. Ils ont rencontré la présidente, etc., où ils expliquent qu'un tiers des agences, et c'est à peu près le même taux en Ile-de-France, un tiers des agences ne candidatent jamais au marché public. Voilà. Ça, c'est une donnée concrète qu'on a. Parce Ils ont dit pourquoi ? Ils ont dit pourquoi ou chiffre d'affaires. Donc ils le disent. Et ça, c'est marqué. Donc on peut aller voir comme ça. Et on pointe, on dit le problème du chiffre d'affaires. On peut aller discuter de ces choses-là. La question des références, etc. Toutes ces choses-là, on peut en parler. Et donc, après, tu as la question aussi des types de passation de marché. Voilà, on peut aller en discuter si on voit qu'effectivement, c'est pas adapté. Parce qu'aujourd'hui, on a la question de la réhabilitation, par exemple, qui est strictement faite sur des critères, entre guillemets, technico-financiers, alors qu'on voit bien qu'il y a une question qui dépasse ça, c'est-à-dire la question des usages, la question du confort d'été, la question d'un chantier qui dure 2-3 ans, avec des habitants dedans, donc du site occupé. Comment cette intervention va permettre effectivement d'avoir une amélioration qui n'est pas juste, en gros, un plaquage de polystyrène devant. Donc ces choses-là, c'est des choses qu'on peut porter, qu'on a justement, évidemment nos intuitions à nous en tant qu'élus, des choses qu'on porte en tant que telles, mais aussi des vraies données. Et ça, on fait de plus en plus appel aux architectes à travers des sondages, donc ils sont toujours dans les spams à nouveau. On est désolé, on fait très mal notre métier, mais il faut y répondre. Prenez 10 minutes pour le faire, mais c'est important. Surtout ce que Isabelle et maintenant Manuel, ce que vous avez évoqué, c'est tout ça pour peut-être faire évoluer les choses, pour faire en sorte qu'on aille dans le bon sens, parce que face à nous, on a une autre vague, en fait, qui ne cesse de essayer de nous submerger. Et si je vais résumer, parce que ça fait une transition. Tu veux dire quelque chose, Niki ? Oui, je veux dire quelque chose. Pardon. Je voulais revenir 2 minutes, en fait, à la question que tu as posée. Non, moi, je parle 2 minutes max. Ok. Ou 30 secondes. C'est mieux. 30 secondes. Voilà. Non, je revenais juste à la question que tu avais posée tout à l'heure à Carrie et Léonore, de dire que pourquoi elles avaient choisi, entre guillemets, pas la solution facile. Et
personnellement, et je vais parler, c'est uniquement mon avis, mais pour moi, ça, c'est la version facile, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut un peu changer de paradigme sur cette question de solidarité, de faire ensemble. C'est pas un don de soi et une œuvre caritative. En fait, c'est d'un point de vue de la carrière aussi. Ça peut être super malin, en fait. Et je pense qu'il faut un peu juste changer de point de vue sur le fait que cette solidarité, cet engagement dans différentes choses, moi, personnellement, ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte, je réussis à diversifier mes revenus avec les activités de l'enseignement, du syndicat, de l'agence. Ça me permet d'avoir des réseaux différents avec lesquels j'engage. Ça permet d'avoir des commandes avec différents réseaux. Ça permet d'être au courant de plein de sujets. Ça permet aussi moralement de vachement mieux vivre un chantier qui est horrible et le lendemain tu vas faire autre chose, une activité différente avec des collègues. Et je pense que ces engagements un peu divers, ils sont hyper riches et ils peuvent être très intelligents à faire. Et c'est pas seulement un don de soi pour la beauté du geste. Je pense que c'est super important de changer un peu de paradigme. Je vais donner un exemple, 30 secondes, Mathieu. D'accord. Justement, pour accéder aux commandes publiques, on est très frustré en démarrant parce qu'on n'a pas des références, on n'a pas des chiffres d'affaires. Et ce qu'on fait en solidarité, c'est qu'on fait des partenariats avec d'autres agences, justement, pour répondre et participer. Donc, c'est une autre façon de regarder les choses. Je pense là, on parle complètement d'architecture, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'architecture ? On pourrait redéfinir l'architecture, justement en lien avec la façon de travailler l'architecture. Ça a toujours été un tout, l'architecture. Ça n'a jamais été quelque chose dans des boîtes avec des chiffres d'affaires. Si on est en train de parler d'architecture, je pense qu'il faut aussi commencer par la formation d'architecte, parce qu'on va quand même réserver un petit peu de temps pour ce dernier chapitre, cette dernière thématique de la table ronde. Mais pour résumer, très brièvement, avec Sierra, on a évoqué l'idée du partage de open source à travers une discussion ouverte, de mise en dialogue, de pratiques convergentes, mais très variées, avec confrères, consoeurs. Ça, c'est, si je résume bien. Pas que. Avec Nikhil et Fer, il y a un engagement assez divers et varié de renverser un peu de tendance, pas pour choisir la voie facile, mais pour dire en fait il y a aussi une opportunité qui s'offre aux jeunes pratiquants pour peut-être aller vers le devant, pour générer une autre source de commandes, de identification, etc. Avec Isabelle et Europan, on a évoqué l'idée de inviter les acteurs du projet à expérimenter aussi sur des territoires multiples, variés, différents, à travers plein de sujets différents. Ils sont souvent très complexes, mais tout en étant transparents dès le début. Parce qu'on parlait le taux d'honoraires, on parlait de ce que vous allez gagner déjà si vous remportez le marché. Et de ne pas le faire seul, déjà. Il y a plusieurs corps humains autour de la table. Et enfin, on arrive à l'ordre pour parler on peut aussi s'adosser à des preuves, des données assez claires et nettes qui parlent pour elles-mêmes. Et c'est aussi en apportant ce soutien aux architectes, aux agences, qu'on puisse ensuite faire évoluer la chose. Pour revenir sur le sujet de la formation initiale, pour faire évoluer la formation, quelles seraient en fait les idées pour justement commencer dès le début auprès des jeunes étudiants, ou pas forcément des jeunes étudiants, des gens qui veulent se former en architecture. Quelles sont les idées qui peuvent justement être appliquées pour instaurer un esprit solidaire dès la formation initiale? Je lance la question comme ça. Carrie, tu veux répondre? Je peux donner un exemple. Moi, j'ai fait un premier master en architecture aux États-Unis. Après, je suis venue faire le DSA en urbain à Paris-Belleville. Et après, j'ai fait une équivalence de master en France et d'HMONP en France. Donc, j'ai une bonne comparaison entre les études. Et aux États-Unis, ce que j'ai vécu après, ça existe peut-être en France et je suis pas au courant. Donc vous allez me corriger. En France, ce que j'ai senti, on était poussé à avoir chacun une patte un peu d'artiste et être chacun unique, ce qui était très intéressant. Mais on était chacun, on avait un projet, il fallait développer en soi et comparer toujours les projets contre les autres.
Ceci dit, entre les étudiants, les gens étaient quand même très solidaires, on s'aidait mutuellement pour les charrettes et tout. Charrette. Donc ça, c'est cool. Ce qui était différent dans la formation aux États-Unis, c'est à partir de 4e année, on faisait plus des projets en plus grand groupe. Même un atelier allait faire un projet tout ensemble. Donc on était poussé à trouver chacun nos compétences un peu complémentaires, qui aimait faire les détails, qui aimait faire la volumétrie, qui aimait trouver le concept, et on travaillait tous ensemble pour un seul projet, pour le professeur et pour le studio, tous ensemble. Et aussi aux États-Unis, ce qu'on a fait plus tard dans les études, même en 5e année. Et je pense que c'est le fait aussi de l'ambiance aux États-Unis d'université. On est avec des ingénieurs et des étudiants en construction dans le même campus. On a fait des ateliers avec des étudiants en construction ou en ingénierie qui a regardé notre projet d'architecture et a donné leur avis sur ce qu'on faisait. Donc on a appris déjà dans les études à communiquer, ou on a essayé de communiquer avec d'autres acteurs de l'immobilier tout de suite, ou même en des gens en real estate, même pour chiffrer les projets en 5e année. Et en France, j'ai pas vu ça. Après, vous allez peut-être me corriger, mais je pense que pour moi, c'était quelque chose de très riche de partager et de voir tous les acteurs dans un projet, comment ça va construire et comment ça va se passer, et comment, en tant qu'architecte, je peux communiquer avec ces personnes pour faire un meilleur projet. Peut-être, c'est un exemple, donc peut-être c'est une idée adoptée en France, peut-être pas. Voilà. Après, pour te contextualiser, il n'y a Ouais. pas de commande publique aux États-Unis. Hein. Et- C'est, ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ouais, moi aussi j'ai fait Belleville et j'ai eu une expérience assez similaire à la tienne. En tout cas, moi je me souviens de la première année à Belleville où on avait un projet à rendre chaque semaine pendant toute l'année. On était toujours tout seul. Et je pense qu'il y avait, à la fois je pense qu'on est devenus, moi je me suis fait mes meilleurs amis à l'école d'archi parce que on se soutient énormément en tant qu'amis, mais pas en tant que professionnel. Et je pense que c'est peut-être ça le distinguo, c'est qu'on peut garder ses amis très forts après, mais quand on arrive dans le monde professionnel, bah déjà il y a une très forte méconnaissance, on ne sait pas avec qui on travaille, dans quel cadre, qui nous aide pas. C'est, en tout cas, moi j'avais pas trop d'idées, en tout cas quand j'étais sorti. Et là, l'expérience que j'ai en ce moment à l'EPFL, elle est très très différente. On est en première année, donc on a des jeunes qui arrivent fraîchement sortis du gymnase et on les confronte là au 2e semestre à un projet en commun, c'est-à-dire qu'on a chacune un studio, on a une vingtaine d'étudiants, d'étudiantes. Et à la fin du semestre, ils doivent construire. Donc ils font des projets qui sont réels, tous ensemble. Donc ils sont à 20 sur un seul projet qu'on fait en lien avec des ingénieurs, avec des paysagistes, et puis qui évoluent un peu comme des vrais projets d'architecture, puisqu'en tout cas à la fin, ils doivent le construire. Et ça, d'un seul coup, quand le projet devient plus important que la personne, et je pense que c'est la richesse du travail en groupe, c'est qu'au final, à la fois, ils s'identifient toutes et tous au projet, mais le projet appartient à personne en même temps. Et je trouve que c'est ça qui est assez beau, c'est qu'à l'ensemble et à personne. Et en plus, ça a l'air rigolo, ce que tu Comment écris là. Ça a l'air rigolo, ça a l'air drôle, amusant. Et en plus, ce que c'est tu très décris. rigolo, c'est un peu stressant, mais c'est très, très rigolo. Stressant pour l'enseignant. Pour eux aussi, c'est horriblement stressant, je pense qu'on va tous mourir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un seul coup, ils comprennent et ils commencent à percevoir l'écosystème dans lequel ils vont travailler plus tard. Et ça veut dire que le lien qu'on a avec les ingénieurs, c'est passionnant. Ça veut dire qu'en fait, eux, ils voient tout de suite que les ingénieurs, ça peut être des partenaires. Et ça peut être des gens où on co-construit le projet ensemble, on trouve des solutions ensemble. Et ça, je pense que d'avoir cette vision de l'ingénieur que moi, personnellement, j'avais pas du tout en école d'architecture, je la trouve hyper riche. D'avoir une vision similaire pour les paysagistes, de pouvoir vraiment faire le projet ensemble, discuter, et pas de se dire qu'on se balance des dossiers et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est une grande richesse, en tout cas, que j'expérimente maintenant. Voilà. Oui, Isabelle. Alors, Vas-y. moi, je peux pas tellement parler des écoles d'architecture, même si je suis souvent invitée, mais au stade PFE, ce qui est un peu frustrant parfois. En tout cas, j'ai constaté que, en général, cette génération des 30 ans, de la trentaine, qui répond à Europan, parfois un peu plus jeune, ils sont très bons. Voilà, je pense que votre génération est très, très, très bonne, très compétente.
avec des tas d'idées, des tas de richesses de représentation, etc. Et souvent une grande maturité aussi pour aborder justement des sujets très complexes. Mais par contre, quand je vais dans les écoles, je vois pas des gens très heureux. Je vois des gens qui sont plutôt malheureux, qui sont plutôt très contraints, avec pas assez de temps, enfin avec trop de, sans doute, un temps trop compté. Je sais pas si c'était une bonne idée d'avoir, enfin il faut pas que je critique aujourd'hui, mais d'avoir séparé, réduit les écoles comme ça. Enfin la dernière réforme, je sais pas si elle est très bien. Et donc c'est le paradoxe, parce que à la fois les jeunes architectes sont bons, très bons, ceux qui font Europan, que je connais. Par contre, dans les écoles, voilà, il y a un malaise. Sans doute pas assez de moyens aussi, il faut quand même le répéter. Il faudrait vraiment développer l'école comme un laboratoire aussi. Et comme vous dites, avec des rencontres, et que ce soit peut-être un peu plus long et pas saucissonné comme ça l'est. Pour continuer, quelles idées alors sont amenées depuis l'ordre pour jouer, pour agir sur la formation initiale? On a vraiment que 2 minutes, enfin c'est 4 heures qu'il faut là. Voilà. Donc non, moi je vais garder ma neutralité de l'ordre parce que j'ai évidemment plein d'avis dessus, même si je suis pas moi-même enseignant, mais je pense que surtout ce qu'il faut se dire, parce que là on parle des agences qui sont sorties, une fois qu'on est sorti de l'école, c'est la question effectivement de se retrouver un peu comme souvent dans plein de métiers, complètement démunis par rapport à une réalité, etc. Et la question n'est pas juste de rentrer dans une réalité, c'est comment on attrape aussi cette réalité. C'est-à-dire en fait, cette réalité, je pense qu'on a déjà suffisamment de tous les jours, de choses qui nous pèsent dessus, qu'on met sur justement les générations actuelles. On leur met l'éco-anxiété, on leur met tout sur la gueule comme s'ils avaient sauvé le monde à eux seuls. Il y a un moment, il faut aussi que on leur laisse la possibilité de se développer, et donc il faut que eux-mêmes puissent, avoir les moyens et les outils pour développer leur propre personnalité, leurs propres envies. Et donc ça, il faut qu'il y ait un bagage entre guillemets administratif un peu pénible, qui soit simplifié. Et donc on essaye alors de faire cette partie-là. Mais il y a aussi cette question, on parlait d'associations, de choses comme ça. La HMO, par exemple, est une chose assez intéressante, c'est que ça a permis une première réflexion de jeunes diplômés qui se posent la question: qu'est-ce que je veux faire, quel architecte je suis en fait, où je veux être. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc cette question de développer son identité, de s'identifier, et d'une certaine manière, on parle de solidarité, mais il y a aussi la question de l'identité propre. En fait, elle doit se développer comme ça. Et c'est pas antinomique avec la question de l'association, parce que justement, pour en faire beaucoup aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte, même en travaillant avec des gens qui on s'entend très bien, on a l'impression que ça va être fluide, etc. On voit qu'on a toujours des différences, une manière d'aborder la chose différente. Et ça passe, et c'est de la même manière avec une équipe en fait de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. C'est que en fait, il y a un échange. Sauf que nous, on est là à la fin pour prendre le choix. Il y a un choix à faire. Donc c'est cette curiosité qu'il faut mettre en avant, mais en même temps en se disant qu'est-ce qui est le fondamental chez moi. Donc ce double travail entre ouverture, curiosité et réflexion sur soi-même doit être défini. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on se donne les moyens de le faire économiquement. Donc ça, c'est le contexte actuel, et effectivement aussi administrativement, parce que c'est de plus en plus compliqué effectivement de monter son agence aujourd'hui. On a le temps pour une dernière question, et ensuite on va se tourner vers la salle pour voir si d'autres personnes ont des interrogations. Mais ok, on a abordé le sujet de la formation initiale en commençant déjà aux États-Unis, et puis on est entré en Suisse. Finalement, on a atterri en France, et c'est très bien. C'est un beau paysage, mais ok, admettons que les choses sont même en train de se déplacer, évoluer, en invitant les architectes, les jeunes architectes en formation plutôt à se confronter gentiment et dans des cadres très intéressants, très enrichissants à d'autres métiers, à d'autres personnes avec qui on travaillait après l'école. Ça s'arrête pas après l'école, la formation. Ça continue, c'est même obligatoire. Donc, le temps est néanmoins, Isabelle, tu l'as dit, le temps est compté.
il y a un malaise. On est une jeune agence, donc ok, c'était déjà compté avec les délais, les échéances lorsqu'on est à l'école. Malheureusement, je pense que le temps peut aussi être très 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 contraignant et très compté quand on démarre une activité, alors qu'on est obligé de se former. On continue, ça s'arrête pas. Sierra, jeune agence, formation continue. Comment vous faites le choix, en fait, de quand même vous ouvrir à d'autres pratiques solidaires qui sont en lien avec la formation? Enfin, vous formez pour devenir pour être des meilleurs architectes. Est-ce qu'il y a quand même des formations à appliquer en lien avec la solidarité? Parce que, sinon, vous pouvez choisir un autre type de formation. Des formations, tu veux dire données par l'ordre ou tu parles d'échelons Non, pas échelons, pourquoi pas. Oui. Je pense, de manière générale, c'est en sortant de l'école, on n'a pas tout compris de l'architecture et on va jamais tout comprendre. On apprend toujours. Donc la formation continue, c'est nécessaire. Les deux grandes choses qui nous manquent en tant que jeune agence, surtout en sortant de l'école, c'est de comprendre le côté financier du projet et aussi de comprendre comment communiquer avec d'autres acteurs de la construction. Et donc pour nous, si on veut être plus solidaire et réussir à faire des projets avec un plus gros impact environnementaux et sociaux, il faut qu'on apprenne à maîtriser ces outils et ces systèmes, même si on n'aime pas parler de l'argent, on n'est pas business, on est des artistes. Il faut qu'on apprenne à utiliser ces outils pour faire des meilleurs assemblages et faire des meilleurs projets ensemble. C'est en maîtrisant ce système qu'on va faire mieux et on va travailler solidairement ensemble, je pense. Donc, est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui. Mais vous ouvrez à d'autres métiers pour comprendre comment ça marche, parce que... Et on fait ça un peu à l'échelle. On a des ateliers sur... C'était ça un peu le sens de la question, c'est vrai, parce que formation continue, échelle 1, c'est sur candidature, mais il y a l'aspect formation continue. Je trouve que échelle 1, justement, moi, ça m'a fait cet effet-là. En fait, j'ai fait ma HMO en sortant du diplôme. J'avais fait tout un scénario, parce que je savais que je voulais monter mon agence, mais je savais pas quand. Et avec mes copines, on s'était fait tout un scénario qui a très bien fonctionné, d'ailleurs, auprès du jury. On avait fait une timeline en imaginant quand est-ce qu'on monterait notre agence dans quelques années. Finalement, je l'ai fait 10 ans après. Et échelle 1, en fait, ça a été comme une très très bonne piqûre de rappel sur plein de sujets très précis, très concrets, que j'avais totalement zappé. En tant que chef de projet en agence pendant des années, j'étais pas du tout dans ces questions financières, contractuelles, de fonctionnement même de la commande. J'avais jamais abordé ça et j'avais des restes de HMO très évanescents, on va dire. Donc là-dessus, échelle 1 et le développement d'incubateurs comme échelle 1, parce que c'est en train de se développer partout en France, il y a plein d'écoles qui sont en train d'avoir leur agrément. Je trouve que c'est une très belle opportunité pour même pour des gens qui... ce serait limite intéressant de l'avoir en lien avec la HMO, je sais pas. Je suggère. Il y a un problème global en France quand même de confiance envers les jeunes générations. C'est-à-dire que si t'as pas déjà 20 ans d'expérience, t'es rien, quoi. Donc il y aurait sans doute à faire toute une formation des maîtres d'ouvrage, une formation des gens dans la société pour expliquer que en Corée, par exemple, tout le monde à 35 ans a déjà une agence, a déjà une société. Il y a des pays où les gens très jeunes dirigent le pays. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Et en France, c'est un problème parce qu'on est une population vieillissante et qu'il y a aussi cette espèce de sentiment quand même de protection. Il faut faire de l'intergénérationnel et donner confiance aux jeunes chefs de projet, etc. Et puis aux jeunes dans la société. Et là-dessus, il faut un peu militer quand même, parce que je trouve que ça se fait pas. Nous, on est obligés de batailler souvent au moment où il faut amener les réalisations avec des jeunes équipes. Il faut batailler pour expliquer, oui, ils sauront faire, bien sûr, pourquoi ils ne sauront pas faire. Voilà. Donc, il y a quand même ce réflexe en France, qui est quand même un réflexe un peu peureux, de protectionnisme, qu'il faudrait un peu travailler. Qui peut-être va à l'encontre de ce qu'on considère un esprit solidaire. Enfin, en tout cas, oui. Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de solidarité non plus entre les vieux architectes.
Mais on observe, nous, avec les entretiens de podcast et avec nos confrères à l'échelle 1, que les agences aujourd'hui, on veut mener des structures qui sont plus horizontales ou à plat, on va dire, où il y a le modèle d'avoir une maître et les petits mains, c'est plus ce qu'on veut faire. On veut apprendre des experts et on veut apprendre des innovations et des idées des plus jeunes, et on veut partager ou respecter surtout les atouts de chaque génération et travailler ensemble. C'est pas on est plus âgé avec plus de diplômes qu'on va dire qu'on est en haut. C'est plus que on sent aujourd'hui, en fait. Oui. On espère. Moi, je voulais effectivement saluer cette initiative de échelle 1, d'incubateur, etc., et même de festival, parce que je pense que c'est ce genre d'initiative aussi qui a moyen non seulement de rendre visible, de promouvoir, etc., des choses, mais aussi c'est cette idée que, et on parlait de comment la formation peut être, la formation peut être faite, etc. Je pense qu'il y a la question aussi de la recherche en architecture, qui est quelque chose de encore aujourd'hui qui est très restreint. Les agences qui essayent de travailler dessus sont malheureusement assez limitées. On parlait de diffusion, etc. Très limité pour des questions financières aussi, puisque le crédit d'impôt, il est quand même très très limité, en particulier en architecture. À nouveau, c'est pareil, c'est un domaine qui n'est pas reconnu là-dedans. On va pas parler de l'état des bureaux, des labos de recherche en architecture qui, voilà. On les salue au passage parce qu'ils font un travail assez incroyable, mais c'est quand même à chaque fois la bataille. Et c'est toute cette synergie qu'on aimerait retrouver, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il ne faut pas se poser, et nous, à l'ordre, on serait ravis de discuter justement avec les différentes écoles là-dessus, c'est ce travail d'incubateur, enfin, le côté très Choose France, French Tech, etc., on peut y aller. Ça serait pas mal quand même de se dire, voilà, on a des incubateurs, on a des laboratoires, on a peut-être des crédits qu'on peut donner là-dessus, etc., pour justement monter des questions de recherche, de travail, donc en synergie de plusieurs agences là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'effectivement une jeune agence qui se monte a besoin de développer son activité économique, mais peut dédier une journée, voire deux par semaine. Enfin, il y a un format à trouver là-dessus qui, je pense, est assez intéressant et qui sera le moyen finalement de pouvoir avancer sur cette question de recherche en architecture qui est quand même extrêmement nécessaire. On ne fait que des prototypes, sauf que ces prototypes, en fait, aujourd'hui, chaque fois, on a des délais qui sont beaucoup plus restreints. On est de plus en plus dans la recherche de matériaux, de choses comme ça, d'usages et autres. Et c'est vrai qu'on est dans des temporalités et des contraintes qui nous permettent pas en fait de développer ces choses-là et qui peuvent être un moyen d'accès aussi pour les agences. Ce n'est pas encouragé en tout cas. Oui. Bon. Non mais c'est un appel effectivement et voilà. Je trouve que ce genre d'initiative devrait être multiplié. Parce que les architectes, surtout les jeunes architectes, sont force de proposition et aujourd'hui choisissent de plus en plus de le faire ensemble, collectivement. Et sur ce, je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour l'ordre, pour les agences, pour le syndicat, pour Europan? Ou est-ce qu'on a tout dit? 1, 2, 3. Ah, Manuel veut se poser. Tu veux poser une question? En fait, je profitais de cette dernière journée parce qu'on parlait de solidarité, juste pour remercier quelqu'un qui va quitter ses fonctions à l'ordre des architectes au CNOA Nord National. C'est Christine Lecomte qui va passer la main, qui a été présidente de l'Ordre Île-de-France pendant 4 ans et pendant 3 ans donc à l'Ordre National. Et on parlait de la question de promouvoir l'architecture, de porter en fait tous les enjeux des architectes et de l'architecture. Je pense que c'est quelqu'un qui a complètement dépoussiéré l'ordre et qui a vraiment porté assez haut ça. Et donc voilà, on voulait nous personnellement lui rendre un hommage parce que je pense que ne serait-ce que le rapprochement entre ordre, école, les différentes institutions lui doivent beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour la remercier et dire aussi que voilà, c'était un petit hommage. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ceci conclut le cycle des tables rondes
de la première édition du festival Échelle 1. Je pense qu'on peut dire que c'était assez riche, assez intense aussi, mais bon, c'était pour la bonne cause.